je me présente, Anthony de Magalès, président de l'association Le Monde Bleu 71, et aujourd'hui je suis accompagné du docteur Jaya Saravan. Bonjour. Donc aujourd'hui nous faisons une vidéo sensibilisation sur les douleurs et Phénomène douloureux chez la les personne personnes autiste. Donc aujourd'hui Jaya va vous présenter ce que nous faisons en sensibilisation. Donc déjà on tient à vous informer qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt, que ce soit pour lui ou pour moi, concernant justement ces phénomènes, ces douleurs. On n'est pas payé par des laboratoires pharmaceutiques et tout ça. Donc là, Jaya, je vais te laisser la parole parce que c'est ton travail qu'on va présenter aujourd'hui. Merci Anthony de m'avoir invité. Effectivement, c'est une question de sensibilisation. Comme tu sais, il y a dans la trouble du spectre autistique, jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de comorbidités qui ont été totalement ignorées. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a toujours dit, bon, les autistes, ils ont des troubles du comportement, on pense tout de suite à une pathologie psychiatrique, on les sédatait, enfin bref. Mais les recommandations de la Haute Autorité de Santé, que ce soit, qui ont été publiées pour les enfants en 2012, ensuite il y a eu pour les adultes en 2017-2018, et c'est bien marqué que tout trouble du comportement soudain, inexpliqué, nécessite une évaluation clinique à la recherche d'une pathologie organique. Et c'est bien indiqué. Et quand ils disent pathologie organique, ils disent qu'il faut rechercher une pathologie organique douloureuse. Donc l'évaluation de la douleur chez eux est très importante. Devant tout trouble du comportement, je dis bien inexpliqué. Alors je ne vous dis pas tous les troubles du comportement. Évidemment, il faut éliminer la pathologie organique, mais ça peut être aussi une autre cause, l'environnement social. Il faut tenir compte de ça aussi. Mais avant tout, il faut éliminer une pathologie organique douloureuse. Et toutes les recommandations, pas seulement françaises, même à l'échelle européenne ou internationale, ils disent bien qu'il faut aller rechercher une pathologie organique douloureuse qui a été jusqu'à présent, malheureusement, un petit peu ignorée par beaucoup de gens. Donc c'est important de penser à ça, que ce soit mes collègues médecins ou personnel soignant, devant un trouble du comportement chez la personne autiste, il faut l'examiner, quoi. Et par exemple, si un parent se rend compte que son enfant a un problème, peu importe lequel, comment ils peuvent savoir si c'est un problème douloureux ou pas? Alors, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, les familles me disaient, ou même le personnel soignants et non soignants qui sont dans les institutions médico-sociaux, ils disent, oui, mais un trouble du comportement, nous, parfois, on pense que c'est une douleur, parce qu'ils ne sont quand même pas. Puis moi, je dis toujours, il faut tenir compte de ce que disent les familles. Ils connaissent mieux leurs enfants que nous, médecins, donc toujours tenir compte de ce qu'ils disent. Moi, je tiens à le préciser, c'est important, qu'ils ne racontent pas n'importe quoi, ils connaissent mieux leurs enfants, donc ils peuvent nous guider vers quelque chose. Alors, évidemment, quand une famille, je te prends un exemple, c'est une famille ou une maman qui amène son enfant avec des troubles du comportement, elle dit, je pense qu'il a peut-être mal, il a peut-être quelque chose. Le médecin, il va dire, ouais, bon, ça va, c'est moi le médecin, vous, voilà. Donc, ils étaient un petit peu embêtés parce que c'était les paroles de la famille ou du personnel. Et puis, on a beaucoup travaillé parce que pour évaluer la douleur, il nous appartient, il faut le savoir, c'est une douleur qui nous appartient, mais heureusement, il y a des échelles d'évaluation de la douleur. Il y a deux types, il y a ce qu'on appelle l'auto-évaluation, ça c'est les personnes qui ont un langage, qui n'ont pas de déficit intellectuel, qui peuvent s'auto-évaluer leur douleur. Et puis, on connaît dans le monde de l'handicap et aussi dans les troubles du spectre autistique, malheureusement, il y a beaucoup qui ont une déficience intellectuelle, ils n'ont pas le langage. Donc, se pose la question, comment on peut évaluer? Donc, il y a des échelles d'hétéro-évaluation. Alors, moi, je dis toujours, ces personnes autistes, qui ont une déficience intellectuelle importante, ils n'ont pas le langage, je dis si, ils ont un autre langage. Alors, qu'est-ce que c'est comme langage? Je dirais, le corps parle, le langage du corps. Donc, il faut savoir observer. Ils ont une manière d'exprimer leur douleur, ces personnes. Donc, quand je dis une manière d'exprimer, on a beaucoup travaillé là-dessus aussi. C'est des petits signes. Par exemple, une hétéroagressivité.
toujours vis-à-vis de la personne qui connaît, c'est-à-dire, que ce soit un enfant ou ado, adulte, autiste, elle va taper sur les parents, la fratrie, donc hétéro-agressivité. Et deuxième chose, signe, je dirais, c'est l'auto-agressivité, c'est ce qu'on appelle l'automutilation. Ils peuvent s'automutiler parce qu'ils ont tellement mal, ils n'ont pas d'autres. Et puis il y a aussi les troubles du sommeil qui font partie de ça. Et puis on peut voir aussi chez eux, même s'ils n'ont pas de langage, des cris, comme on dit, parce qu'ils souffrent. Et puis si on ne fait rien, évidemment, il faut le savoir, les troubles du comportement vont s'aggraver et ils peuvent pratiquement tout casser parce qu'ils ont tellement mal. Ça, c'est des petits signes. Mais donc, ce qu'on a fait, on a travaillé beaucoup sur les échelles en disant peut-être qu'il faut aider les familles aussi et le personnel aussi pour évaluer un peu quand il y a un trouble du comportement. Donc, une échelle a été... enfin, on a travaillé sur une échelle qui existait déjà, on l'a modifiée pour les personnes TSA. Et donc, elle a été validée maintenant, cette échelle, avec 6 items. Et ce qui est bien, cette échelle peut être faite par tout le monde, c'est-à-dire pas uniquement les médecins, le personnel soignant, ça peut être fait par les familles, les personnels non soignants, et quand je dis non soignants, éducateurs, les travailleurs sociaux, puis aussi la famille. Échelle qui est très simple. Et quand il y a une cotation, on peut le retrouver sur Internet, hein, cette échelle, ça s'appelle l'échelle, l'ESDDA, échelle douleur simplifiée, personnes dyscommunicantes. Et on peut le télécharger, c'est gratuit, sur le site, il y a juste à taper échelle ESDDA, et donc il y a le guide d'utilisation. Et cette échelle, ce qui est bien, peut être fait, comme je le dis, par tout le monde. Et puis, il y a quand même là une objectivité, parce que si une cotation supérieure à 2, on sait que la personne en question a un problème douloureux. Par contre, la famille ne peut pas faire un diagnostic. Il faut que le médecin aille examiner l'origine de la douleur. À l'origine de la douleur, chez ces personnes aussi beaucoup, ça peut être soit la sphère buccale, ça peut être une carie, ça peut être l'abcès dentaire, ça peut être aussi au niveau des oreilles, ça peut être une otite aussi, ça fait mal. Puis il ne faut pas oublier non plus que les personnes autistes ont aussi des troubles importants, gastro-intestinaux, c'est très connu chez eux, et il faut y penser, ça fait mal aussi, au reflux ésogastrique, à l'ulcère gastrique, tout ça c'est assez courant chez eux, donc ça entraîne des douleurs épouvantables. Et puis, vous voyez, c'est des choses simples, et ça, il faut les traiter, bien sûr. On ne va pas, je le redis, hein, ça c'est des pathologies organiques associées à l'autisme. Donc là, ça nécessite un traitement spécifique. Et le traitement de la douleur, pareil, quoi. Vous traitez l'origine, donc voilà. Et bah, par exemple, hier, on t'a pu voir, Pierre, il mangeait un bouchon en plastique, donc ce qu'on appelle le pica. Et comme tu m'as expliqué, ça, on peut l'éviter en prenant son temps, c'est-à-dire en lui montrant le bouchon et en mettant à côté un aliment pour lui faire très long, c'est l'approche comportementale. Voilà. Et justement, sur cette approche comportementale, il y a pas mal de familles qui se posent la question, comment on peut faire? Tu as pu voir qu'avec Pierre et Angélique, on met un peu d'autorité, parce qu'il en faut. Oui, il en faut. En tant que parent aussi, il faut. Il ne faut pas laisser tout. Donc ça, tu peux. Il faut les cadrer. Voilà. Oui, donc tu as pu le voir, et aujourd'hui, maintenant, quand on dit quelque chose à Pierre, il arrête tout de suite, et puis tu as pu justement faire des choses que tu ne faisais pas avant avec Pierre. Comme par exemple lui avoir donné les biscuits, les bretzels, tu en avais mis un dans la bouche comme ça assez long et lui il le récupérait, chose qu'il ne faisait pas avant. Il a fait beaucoup de progrès, il faut le savoir. Depuis le temps que je connais Pierre, je vois, ce sont des progrès chez ces personnes, même s'ils n'ont pas le langage, il faut bien préciser aussi aux familles, ce sont des progrès qui se font par palier, pareil, avec une bonne prise en charge, toujours important, pluriprofessionnel, multidisciplinaire. Et donc on peut, avec les approches validées, bien sûr, scientifiquement, quand je dis l'approche comportementale, il y en a beaucoup, l'approche comportementale, la méthode Teach, PEGS, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais il ne faut pas dire on ne peut rien faire, quoi.
Et certaines familles, justement, me posaient la question, quel médicament avait Pierre? Moi, aujourd'hui, Il Pierre, n'a rien. il n'a pas de médicament. Aujourd'hui, il y On n'a a pas besoin de médicaments. Doliprane pour Oui. aucun mal de tête, mais bon, en suppositoire, parce qu'à la pipette, faut Oui, être non, plusieurs. bien sûr. C'est compliqué. Mais certains me parlent justement de neuropsychotropes, comme le Risperdal et tout ça, et qui me Alors, demandent quel effet ça a. Moi, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, toi, tu t'y connais mieux que moi. Alors, moi, je dis toujours, d'abord, il faut éliminer une pathologie organique. Mais ça n'empêche pas que dans l'autisme, il y a aussi des comorbidités psy associées. Par exemple, les troubles de l'humeur, la dépression, l'anxiété, c'est connu, hein, crise d'angoisse. Et puis, quand les enfants, il y a ce qu'on appelle les troubles, le TDAH, hein, le trouble avec hyperactivité. Donc, on ne va pas le laisser, il faut le traiter. Mais que ce soit anxiété, que ce soit la dépression, on donne un traitement. Il faut toujours évaluer le traitement. Si ça ne marche pas, on l'arrête. Sauf que parfois, on se retrouve, moi j'ai été confronté plusieurs fois, avec des enfants qui ont été mis sur neuroleptiques et qui maintenant ils sont adultes, ils sont toujours sur le même traitement avec tous les effets secondaires de ces produits. Je dis bien, on a besoin de traiter lorsqu'ils sont en crise d'angoisse et puis une fois que c'est passé, on ne le garde pas toute sa vie, c'est ça que je veux dire. C'est comme moi, si je trouve une douleur, même si c'est une douleur chronique, je ne vais pas les mettre 12 mois de l'année sous antalgique, en disant, ben non, il faut non, toujours évaluer. Et puis, il faut savoir aussi que certains traitements neuroleptiques, chez les personnes autistes, hein, là, il n'y a pas que chez eux, d'ailleurs, majoritairement, ça peut donner l'effet paradoxal, c'est-à-dire qu'au lieu de, je ne sais pas, quand il y a une crise d'angoisse, on donne ce qu'on appelle un tranquillisant, un anxiolytique, parfois, donc pour calmer l'angoisse. Quand je dis l'effet paradoxal, ça va faire, c'est ça, l'effet contraire. Donc ça aussi, il faut connaître. Donc on ne peut pas savoir quel produit va marcher. Pour ça qu'il faut l'évaluation, réévaluer. Et quand ça va mieux, on arrête le traitement. On ne le poursuit pas pendant des années. D'autant plus qu'on sait que ces produits vont entraîner des effets secondaires épouvantables. Entre autres, tu m'as parlé du Risperdal, ça entraîne une prise de poids, avec à la longue une obésité. Oui, on a eu justement un papa qui nous avait contactés tous les deux, où son fils justement était sur Risperdal et aujourd'hui il a une obésité morbide. Et il n'a que 10 ans. Quoi, donc, obésité morbide, ça veut dire qu'il n'y a pas de traitement, mais l'obésité morbide, ça entraîne beaucoup de complications. Donc il y a un risque vital à cause des complications liées à l'obésité. Donc il faut avoir ça en tête d'esprit. Et justement, tu as appris, moi j'ai appris le langage du corps que tu fais, toi, donc le langage du corps, pour l'expression justement de la douleur, l'expression du visage, des sourcils. Et même moi, quand tu es venu la dernière fois, qu'on voyait Pierre marcher sur la pointe des pieds, je te disais, tiens, il va faire caca dans 2-3 minutes. C'était le cas. Il exprimait sa douleur parce qu'il exprimait la douleur de cette façon-là. Ou en serrant les jambes aussi, c'est connu. C'est pour ça, beaucoup de parents me demandent comment on fait justement avec Angélique pour voir où est-ce qu'il a mal, comment il le montre. Moi, je réponds, c'est le corps qui parle. C'est le corps qui parle et justement, tu as fait une vidéo avec le ministère qui est en train d'être rediffusée sur... de nouveau, oui. C'est toi qui me l'as dit, moi j'ai même oublié que ça avait été... Justement, cette vidéo-là, tu expliques justement le langage du corps, tu as découvert justement comment les enfants, les ados, les adultes exprimaient, ceux qui n'ont pas de langage, au niveau du langage du corps, le visage, la crispation, tout ça. Donc, est-ce qu'on pourrait donner justement conseil à ces familles si on voit que quand ils ne sont pas médecins, mais s'il appuie là ou autre, parce qu'il faut bien dire justement aux familles, et ça tu le répètes tout le temps, que le médecin, leur médecin traitant, doit écouter justement les parents. Les parents. Parce que c'est clair pour moi. Voilà. Il faut que le médecin de famille, comme on dit, le médecin traitant, écoute ce que les parents rapportent avec leur enfant. Et ce sont ces petites choses, comme tu dis, hein. Et ça, c'est des signes, des phénomènes douloureux. Mais il faut que le médecin écoute ce que disent la maman ou le papa. Parce que nous, moi, je peux raconter une anecdote. On a un médecin, justement un médecin remplaçant. Quand il demandait à Pierre où est-ce qu'il avait mal, tu lui dis, mais il ne vous répondra pas, il est non-verbal. Oui, il est non-verbal. Et qui lui continuait quand même à... Voilà, je me dis, il ne veut pas m'écouter. Donc, au bout d'un moment... faut s'imposer. Malheureusement, il faut s'imposer. Et aujourd'hui, nous, ça a fonctionné, mais c'est long. Je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui refusent. Ils vont dire, oui, mais les familles racontent n'importe quoi. C'est pas vrai. Pas vrai du tout. Parce
que tu m'as montré justement une vidéo aussi quand on avait fait la sensibilisation à Mont-Marsan d'une famille qui a un enfant qui est passé d'un enfant très calme comme Pierre à un changement de comportement brutal suite à la douleur qui cassait tout. Et quand j'ai vu la vidéo, moi ça m'a choqué parce que tous les médecins qu'ils avaient vus ont dit que c'était un problème. Ça faisait 7 ans qu'il traînait. Ça. Et qui disaient que c'était un problème psychiatrique qu'ils ont eu tellement de médicaments psychotropes. Voilà, tu as vu l'enfant, tu as trouvé justement l'origine de la douleur. La douleur, oui. Et bon, aujourd'hui, je ne sais pas si tu as des nouvelles ou pas. Il va bien. Il va bien. Enfin, relativement bien. Hein. Mieux que... Oui, il a... enfin, j'ai des nouvelles par son médecin de traitant, parce que c'est une dame qui prend en charge, donc tant mieux. Elle m'appelle de temps en temps lorsque c'est... bon, je trouve qu'il a été un peu assommé, il n'a pas eu une vraie prise en charge en amont. Donc ça a entraîné beaucoup de problèmes chez lui, évidemment. C'était un peu dommage, hein, parce qu'on a toujours dit c'est lié à la psy, machin. Alors que s'il a eu une bonne prise en charge, avec évidemment l'exploration de ce phénomène douloureux, je pense qu'il serait encore nettement mieux maintenant que... C'est dommage. Enfin, moi je ne l'ai pas revu, je l'ai vu il y a 2 ans, avec le médecin traitant. Hein. Et puis, théoriquement, le médecin traitant, moi j'avais dit qu'il fallait une bonne prise en charge, parce qu'il n'avait qu'1 heure ou 2 heures par semaine de l'équipe pluriprofessionnelle. Et donc, théoriquement, il y a eu une demande d'une MDPH, une demande d'une admission, parce qu'il est adulte maintenant, dans une masse spécialisée autisme, pour qu'il y ait une vraie prise en charge, que ce soit correct. Alors, je sais que... Bon, alors, il y a aussi une chose, moi j'admire aussi, il faut le savoir, que sur le territoire français, hein, quand même, il y a beaucoup de ces enfants, ados ou adultes, qui sont avec déficience intellectuelle sévère, qui n'ont pas le langage, mais qui sont dans les familles, qui n'ont même pas une institution. Quoi. Que ce soit un enfant IME, ou que ce soit adulte, une masse, ils n'ont aucun. Donc moi j'admire aussi ces personnes, ces familles, qui 24 heures sur 24, ils sont sur la brèche. Quoi. Je ne sais pas comment ils font. Moi je vois déjà toi avec Pierre. Avec Pierre, c'est du travail. C'est beaucoup de travail. Moi, c'est pour ça que je suis admiratif. Et je pense que tu as raison. Alors, là, je m'engage. Parce que c'est vrai que depuis quelque temps, les familles me disent « Oui, c'est bien parce qu'ils m'appellent, essentiellement par mail. Hein, j'ai beaucoup de demandes. Et puis, bon, je dis, voilà, il y a ça et ça. » Évidemment, des familles, des mamans que je connais bien, qui m'ont dit « Oui, mais c'est bien beau, tu as fait des articles scientifiques, des chapitres de livres. » Eux, ils n'ont pas le temps, ils ne vont pas aller voir l'article. Et tout récemment, ils m'ont dit « Oui, mais tout ça c'est bien, mais est-ce que pour nous, est-ce que tu ne peux pas nous donner des petits, voilà, comme tu dis, comme tu as bien dit, les astuces au niveau du langage, oui. Alors, donc, ils m'ont fait réfléchir, ces mamans et ces papas. Alors, du coup, je crois que je vais faire des petites fiches pratiques pour eux. Pour dire, attention. Tu ne fais pas un livre, c'est vraiment des fiches pratiques. Pratico-pratiques. Voilà, que tu vas mettre à disposition des familles. Ouais. Comme ça, ils sauront, ben voilà, il y a ça, peut-être penser à la... Et puis surtout que le médecin puisse aussi prendre des fiches pratiques. Ce qui va être encore du travail pour toi. Quoi. Oui, je m'engage là, parce que je le dis d'ailleurs devant toi, je prends cet engagement, parce que jusqu'à présent, bon, j'ai dit ouais, et puis là, finalement, je me rends compte qu'ils en ont besoin, juste pour leur donner des trucs en disant, attention, hein, tout n'est pas psy. Quoi. Donc, on est d'accord, tu t'engages. Je m'engage. Mais pas tout de suite. Je prends mon temps. Voilà, non. Je ne vais pas le faire la semaine prochaine. Voilà, attention. Là, déjà, cette vidéo-là... Je m'engage à le faire, des fiches vraiment pratiques. Et justement, moi, j'ai transmis au directeur de Chalon TV le fichier qu'on a présenté à Mont-Marsan, donc qui sera justement diffusé sur le site. Donc, ils pourront aller voir sur Chalon TV et puis voir justement ton travail, parce que c'est tout ce que tu présentes de A à Z avec toutes les fiches pratiques, les livres que tu conseilles aussi au niveau médical.
Donc voilà, bah écoute, Géa, je te remercie beaucoup. Ben, moi, je te remercie Voilà. aussi. Et Hein. puis j'espère Bah, que cette sensibilisation qu'on a fait sur le plateau pourra aider les familles. Voilà. En tout cas, je suis à leur disposition. Ils peuvent me contacter par mail, hein, Par comme mail. on dit. Je Après, suis là, attendez-vous si pas à je avoir peux, une réponse tout de suite, hein, parce qu'il y en a si tellement je que... peux, Voilà. de par mon truc, je peux pas, je suis pas Mm. divin comme on dit. Hein. Si je peux répondre, il n'y a pas de problème. Mais si je peux guider vers ou tel, c'est aussi mon rôle. Il Mm. n'y a pas de problème. En tout Ah, cas, merci Anthony. Bah, merci beaucoup. Et merci à Chalon TV, TV. Et Voilà. toute l'équipe de De Chalon Chalon TV, TV. de Voilà. nous avoir permis De faire cette vidéo. cette émission. Bah, merci beaucoup. Merci.